Salut la gang, c'est Sébastien, j'espère que ça va bien, parce que moi ça va bien. Aujourd'hui, je suis avec nul autre que Charles Giguère. Aujourd'hui, on va parler de conception de spinnerbait. On va parler des produits en général, comparativement aux produits en magasin. Qu'est-ce que Charlie Jigbait fait ici avec ses spinnerbaits. On va parler aussi des différences au niveau des cuillères, au niveau des chatterbaits, les kits de jupes qu'ils utilisent, la broche aussi, les différences de broche, les différences d'attachement aussi au niveau de la cuillère. Fait qu'on va y aller avec Charlie Jig. Comment ça va, Charlie? Ça va bien, mon ami. Yes, sir. La pêche est bonne dans ce temps-ci, mon ami? Ouais, la pêche est bonne, pas que du doré en masse. Bon, ben moi, j'ai pas bien le temps d'y aller. Fait que, ce que je fais, je fabrique des leurres parce que quelques pêcheurs du Québec qui me demandent des produits particuliers parce que je parlais de fabrication de spinnerbait. Fait qu'aujourd'hui, on va faire une capsule sur les leurres fabriquées maison par les artisans du Québec parce que je suis pas tout seul qui fabrique des leurres. Il y a de très bons fabricants à part que moi aussi. On a toute notre façon de fabriquer. Aujourd'hui, on va parler des confections de fabrication du spinnerbait et les différences entre les produits de commerce et les produits fabriqués à la maison. Justement, on ne dénigre pas aucun produit fabriqué par d'autres dans les magasins parce que tout le monde a sa façon de fabriquer, tout le monde a sa façon de voir les choses. C'est juste un genre de comparaison. Les fabricants artisans dans le Québec vont toujours essayer de développer de quoi un petit peu plus avancé. Mm-hmm. Perfectionner, autrement dit, un produit existant déjà, parce qu'on sait qu'un spinnerbait est déjà créé depuis des années aux États-Unis. C'est comme le leurre pour les pêcheurs de chiens qui est le plus utilisé. Le plus utilisé, c'est ça. C'est que moi, avec des années, j'ai commencé dans les années 85 vraiment à fabriquer mes propres spinnerbaits. Avant, c'était des jigs, des mouches. J'ai commencé en 79 à faire ça. En 85, j'ai commencé à fabriquer mes premiers spinnerbaits. J'ai amené des produits de la compagnie, c'était pas Word, Word faisait des cuillères, c'était Earthers, c'est une compagnie qui fabriquait du matériel, ils vendaient des moules, ils vendaient des machines, des spinner makers, fabriquaient des cuillères. C'est que j'ai commencé de cette façon-là, il y a plusieurs années, mais je vendais rien. C'était plus pour ma pêche personnelle, ma fabrication personnelle. Puis avec les années, j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt avec les pêcheurs, que les pêcheurs voulaient avoir des produits peut-être un peu plus raffinés, un peu plus haut de gamme, un peu plus personnalisés. Des produits qui étaient, moi j'aimerais avoir une sorte d'hameçon, un peu comme un tailleur d'habits. Oh, ouais, je vois le genre. Tu peux acheter des habits déjà prêts et tu peux faire tailler ton habit selon ce que tu veux. Avec les tissus et les modèles. Fait que les spinnerbaits aujourd'hui, parce que là, il y a des produits sur la table, là, j'ai mis un peu de matériel puis des chatterbaits. Tu vas pas te montrer c'est quoi les différences. Tu as des questions, tu peux me poser des questions, Sébastien. Parfait. Mais regarde, parle-nous de la différence entre un spinnerbait qui est monté commercial comparativement à ce que toi tu fais ici sur Charlie Jigbait. Exemple. On va prendre là, j'ai deux broches qui sont montées. Bon. Là, ici, on a la broche avec en acier inox, avec une petite loupe seulement fermée et écrasée sur l'autre. Et on a ici la broche que moi, j'ai faite laminée Teflon avec une loupe fermée pour empêcher avec les impacts de lancer ou le ferrage. Souvent, la petite loupe-ci peut ouvrir. Là, vous allez perdre votre cuillère. Avec ce système-là ici, de loupe fermée, qui est ici, il n'y a pas de danger que, justement, que la cuillère s'éjecte, se démanche du spinnerbait. Tandis que celle-là ici, avec le temps, elle peut ouvrir, puis l'émaillon à baie avec la cuillère va se débarquer, puis là, ça va être un achat pour rien. Ça, c'est une différence. Aussi, les spinnerbaits, je monte des hameçons de très haute gamme. J'ai des hameçons Troker. Les hameçons Troker, ici, cette marque-là, on voit les pointes sont complètement différentes, puis le gap, la largeur du gap. On voit que ça s'appelle en anglais un cotton point. C'est comme une pointe qui est très effilée, très coupante, puis très pointue. Et on a la fameuse ultra pointe de spinnerbait pour les fameuses mostades, on l'appelle en anglais long shank, un ferret long, puis l'autre plus court, mais plus large. Mais cet hameçon-là ici, la pointe, regardez, ça l'accroche tout de suite. Ça permet un meilleur ferrage. Ça, c'est déjà une façon de se distinguer. Aussi, on parle souvent des cuillères. Ça, c'est important, les fameuses cuillères. Moi, j'avais des cuillères, il faut que la cuillère soit profonde à l'intérieur, soit concave. Je vais vous montrer la différence.
Regardez, elle est plus aplatie, puis elle est plus creuse à l'intérieur. On voit qu'il y en a une qui est plat, là, vraiment plat, quasiment pas de courbe à l'intérieur, elle est plus courbée. Ça permet, si on a une cuillère qui est vraiment profonde, concave, creuse, l'axe, la rotation, elle va tourner très sur un axe étroit, en ligne droite. La cuillère qui est plus aplatie, qui a quasiment pas de courbe à l'intérieur, va tourner en largeur. Ça ne travaillera pas bien. Elle va être un axe qui sera pas aussi bien. La rotation ne sera pas aussi belle dans l'eau avec une cuillère qui est plat. Quand on fait les achats des cuillères, il faut savoir aussi que faut faire des tests avant, il faut faire des tests dans l'eau, voir sur le bord comment est-ce que le leurre se comporte, comment que le mouvement, la rotation de la cuillère. Quand on a une cuillère plat, une cuillère concave. C'est très important d'avoir des cuillères concaves. Puis aussi la qualité. Ici, regardez là, la couleur. Ça, c'est ce qu'on appelle nickel. Ça ici, c'est plaqué or. C'est pas du laiton poli. Souvent, le monde achète des cuillères laiton. J'en ai pas avec moi parce que j'utilise pas de laiton poli, ça noircit. Ça, c'est vraiment plaqué or, c'est que ça noircit pas. Ça donne une plus belle brillance dans l'eau. Puis ça, on appelle ça en anglais pointe de diamant, diamond. Ça, c'est comme des alvéoles. C'est des genres c'est du martelage, des cuillères martelées. Style alvéole, puis l'autre, pointe de diamant. Puis là, je vais vous montrer deux autres cuillères, des Colorado. C'est les cuillères que j'utilise le plus. Regardez, ça en a une cuillère Colorado qui est très creuse à l'intérieur. Ça permet une meilleure vibration, une meilleure ondulation dans l'eau, des meilleures pulsions. Puis on a un autre qui s'appelle en anglais Deep Cup. On voit à l'intérieur des cuillères, ils sont pas faites pareil. Ça fait plus de vibration qu'elle encore. Mais elle, il y a une méthode qu'on appelle la méthode hélicoptère, qu'on utilisait un spinnerbait qui s'appelait le scorpion. Avec une tige en métal, avec le bout plus court et le bas plus long. On faisait la méthode hélicoptère. C'est du drop. On laissait descendre le spinnerbait, on le remontait. On laissait descendre, puis on le récupérait lentement. C'est des techniques sur le spinnerbait. Souvent, ici, au Québec, le monde l'utilise. Lance-ramène, lance-ramène. Mais il y a des méthodes qu'on peut prendre des pauses. On peut travailler le fond avec, le remonter, le redescendre. Il y a plusieurs techniques qu'on peut se servir du spinnerbait. Puis aussi, il y a les wide wallow leaf, les feuilles de saule larges. Ce que j'utilise, moi, c'est ma cuillère préférée, ça c'est ici. C'est comme, moi j'appelle ça un genre hybride entre un Colorado et un wallow leaf. Cette cuillère-là ici, la wide wallow, j'utilise ça, moi je la favorise beaucoup. J'aime la vibration, j'aime les pulsions que ça dégage dans l'eau. On peut voir, il y a comme une ondulation dans la cuillère. Y a-t-il une différence avec l'ondulation? Ben, tu veux dire la cavité, la coupe, comme je parle depuis tantôt. C'est parce que ce qu'on appelle en anglais un dice, qui coupe la partie mâle-femelle, la façon que la cuillère a été fabriquée, quand il poinçonne, qu'il coupe, sur un punch press, une presse, là, qui est une matrice. Elle a cette forme-là. Là, elle a un V dans le milieu. Mais ça permet à avoir une rotation pas trop large et pas trop étroite. C'est un entre-deux. Ça travaille bien dans le fond. Ça amène une bonne vibration dans l'eau. C'est des vibrations et des pulsions que ça fait. Puis aussi l'importance, un spinnerbait, il faut avoir une broche assez flexible. Il ne faut pas que ça soit trop rigide. Il faut avoir une certaine flexibilité. Puis vous voyez la pointe de l'hameçon, il ne faut pas que la broche dépasse en arrière de l'hameçon souvent, parce que le poisson souvent va attraper le leurre. Puis si l'hameçon est trop, pas l'hameçon, mais la tige est trop longue, souvent ça va servir quasiment d'anti-eb. En même temps, ça va empêcher le poisson au fer rouge. Il faut que ça soit calculé aussi, avec une certaine flexibilité. Il ne faut pas que ça soit trop raide. Il ne faut pas que ça soit rigide. Parce que regarde, c'est en anglais, là. Il faut que ça soit assez précis ce que tu fais. C'est ça. Un spinnerbait bien confectionné maison, on va donner plus d'attention au produit qu'un produit qui est fait commercial à grosse quantité. Puis on peut voir aussi que tu utilises du matériel de qualité. Là. C'est vraiment pas... ça. Des cuillères plaquées or, j'ai des nickel, j'ai des cuillères argent, vraiment plaquées argent, mais sauf que c'est pas aussi brillant que le nickel. Aussi des jupes. Là, on a des jupes dans les produits commerciaux. Je vais vous montrer là, ici. Là. Bon. On voit la jupe, il y a une petite bague qui tient la jupe. Ça ici, je sais pas, je peux la montrer, là. On a une petite bague. Ça, c'est qu'est-ce qui est vendu en magasin commercial. Par pas mal toutes les compagnies américaines. La plupart des compagnies américaines. Et il y a quelques produits qui sont attachés. Attachés, je vais vous montrer ce que ça fait, là. Bon.
Là, j'en ai ici, un Fire Tiger que j'ai monté. On voit ici, là, c'est tout attaché avec du fil de montage. Après, c'est laqué avec de la colle. C'est que si le poisson, après quelques attaques, on dit bien quelques attaques, oui. regardez là, Ah non, ça s'enlève pas de là. là, ça veut pas s'enlever, OK? Si, exemple, là, je vais le mettre, là, il n'est pas fini, mais je vais le mettre sur une tête. Temporairement, mais juste Montrer, là. pour faire une démonstration. Là. Bon, exemple. Ça, là, il est nœud, là. Mais souvent, si le poisson tire, Oh, la jupe s'enlève complètement. en plus, avec les dents du brochon, on sait que les dents à serrer du brochet, c'est comme des petites lames de rasoir. Ouais. C'est comme, ça coupe comme de la vitre. Ah, faut pas mettre sa main là-dedans, qu'on sait. Là, comme je dis au monde, on le voit, là, regardez. J'ai pas mis beaucoup de pression. Non. Si on voit un spinnerbait attaché, que ce soit les dents sur n'importe quoi, les tentacules vont les couper, mais Ah, ça s'enlève pas. S'il arrive de quoi, ça va être la jupe qui va être abîmée, mais la jupe s'enlèvera pas de la tête. En plein ça. Et aussi, je fabrique des chatterbaits. Ouais, ils sont vraiment beaux tes chatterbaits en passant. Par respect, je dis le mot chatterbait, mais moi j'appelle ça des charterbees. Ouais, chatterbaits. Pourquoi? Parce que chatterbait, c'est pas mon nom, c'est pas ma marque de commerce. J'utilise pas la marque de commerce qui existe ou les boogie baits. C'est pas mon nom. Fait que quand tu fabriques des leurres, c'est important de créer un nom. Créer un nom. C'est la fierté du fabricant. Et au moins, se créer un nom de marque de commerce pareil. Je ne l'utilise pas. Il y a d'autres noms, mais on ne peut pas dire spinnerbait. Spinnerbait, c'est le nom du produit. Oh, c'est le nom du produit. On ne peut pas inventer un autre nom. Ça, c'est des chatterbaits, mais avec des créations réalisées par moi-même. C'est toute la peinture qu'on appelle en anglais powder coat. OK, powder coat. C'est la peinture en poudre qu'on fait chauffer la pièce de plomb et de métal, on applique la peinture de poudre par-dessus. Mais beaucoup de monde me demande si je fais ça au wirebrush à cause des motifs. Il n'y a rien de fait au wirebrush. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé les fusils à peinture. Ah, c'est de la qualité. Regardez là, de jumeler les palettes avec la tête. Regardez là, les motifs. Ça, c'est un modèle écrevisse. Incroyable le travail qu'il y a là-dessus. Bon, ben ça, c'est tout fait à la main. Il n'y a rien au pinceau, il n'y a rien... c'est à la main. Ça, j'en ai un modèle. Puis, j'en ai un autre, c'est un Magnum. On va regarder la grosseur. Un chatterbait pas mal plus gros pour le brochet et le masquinogé. Puis pour être conscient de ce que tu fais, moi, le chatterbeast à masquinongé, je l'ai utilisé l'année passée. J'ai eu la chance, ça travaille énormément bien. Puis avec la palette, là, hey, on a une vibration incroyable. Là, on voit là-dedans, là, oh, regarde, il n'y a pas juste du silicone. Il y a ça ici. Ce qu'on appelle du cristal flash ou du flash à bout. Regardez, ça, c'est ici, là. Ça va chercher plus de reflets dans l'eau. Ça va chercher plus de luminosité en eau teintée, en eau trouble. Et aussi, on a l'autre, le vrai flash à bout, Magnum, que lui, on peut agrémenter dans la jupe, aller chercher du reflet encore plus pour provoquer l'attention du poisson. Il faut la provoquer. Il y a la pulsion, il y a la vision, parce que ça dégage aucune odeur. Là, non, aucune odeur. On peut mettre des leurres odorifiants. On peut mettre des leurres qu'on appelle des leurres remorques en arrière. Tu peux mettre n'importe quelle sorte de jig en arrière. Des plastiques souples. Là, moi, j'utilise des produits québécois encore. Ouais. Du MR, du CPF. Ouais. Moi, j'utilise peut-être caoutchouc américain, mais j'encourage les produits fabriqués ici. Courage local. Moi, le monde m'encourage, moi, je fais la même chose. C'est ici, je vais vous montrer ce que je fais avec. L'exemple, j'ai peut-être pas la bonne couleur de chatterbait, mettre avec du blanc, là, mais... Mais moi, je suis sûr que ça va faire un beau petit mix. Non, mais des fois, ça va des bons contrastes. Oh, ouais. Là, je vais utiliser ça ici. Et combiner. Ah, c'est vraiment combiner un flatworm en arrière. Ici. Je combine les deux ensemble. C'est que ça fait un plus dans le leurre. Aussi, regardez les palettes ici, là, sur la table. Les chatterbaits. Bon, ben, les chatterbaits, on va dire les chatterbees, parce qu'on n'est pas le vrai nom. Les chatterbees que j'ai fabriqués sont faits avec des blades, des palettes coupées au laser. Là, il faut que je recourbe les bouts. Ça, c'est ceux que j'ai fait faire avec un diamètre plus épais, plus épais que la conventionnelle. Ça, c'est une coupée au laser. Ça, c'est déjà une qui est déjà faite. Parce qu'elle, il me reste à les faire plaquer. Parce que je les fais plaquer aussi. Plaquer nickel, plaquer or. Comme celle qui est sur le gros ici, là. Ça en a une confection de plaquage. C'est la même ici, là. Je l'ai fait plaquer. Une qualité de plaquage de très haute gamme. Ça, c'est une classique déjà fabriquée. Puis ça, c'est ceux qui sont coupés au laser.
Fait que tu fais faire ton propre matériel, dans le fond. Oui, il y a des choses que je peux fabriquer. Puis ici, j'ai un autre. C'est une nouvelle conception, ça. Une nouvelle conception que moi, j'ai décidé de faire. Faire une blade, une palette, avec une cuillère Wide Willow. Fait que ça, c'est une cuillère pour le spinnerbait, dans le fond. Spinnerbait que j'ai utilisé, puis j'ai fait le test dans l'eau avant d'en fabriquer pour les vendre. Exemple, bon, ben là, exemple, je vais essayer de trouver une tête qui est déjà prête, que je peux la combiner avec. Je vais essayer de voir, là. Parce que des fois, mes anneaux sont pas assez ouverts. C'est ici. Ben oui, toi. C'est ici, puis je vais juste la refermer. Tu sais, c'est comme la caverne d'Alibaba, il y a du stock partout. OK, regardez. Fait que là, je vais avoir une palette de charbait, mais faite avec une palette de spinnerbait Wide Willow. Oh ouais, fait que la vibration, elle doit être bonne. Oui, puis vu que c'est martelé, Uh-huh. ça donne encore un attrait de plus, une brillance encore plus intéressante dans l'eau. Regardez, je vais essayer de le monter au complet. Très minutieux, Charles. Très, très minutieux. Donc là, on lui donne un peu d'attrait. Il reste à couper les tentacules, à couper les pointes. Uh-huh. Donc là, on a un charbait. Un charbait déjà tout monté. Il reste juste à couper les pointes. Et aussi, je fabrique des modèles qui sont plus gros, custom, pour le brochet. C'est ici. Ça, c'est le T-Rex, le modèle Le T-Rex. T-Rex avec un hameçon comme ça ici, là. Wow. Un hameçon qui est très, très piquant. C'est très, très important, j'en ai parlé sur les jigs. L'hameçon, la qualité des composantes de fabrication est très importante si on veut fabriquer un leurre et se démarquer. On veut se démarquer des autres. Faut pas dépasser les autres. On n'est pas là, moi, je suis pas là pour les dépasser. Moi, je suis là pour améliorer mes produits. Exemple, j'ai un produit qui est déjà connu. Je vais l'observer, je vais pêcher avec. Puis là, je vais dire, ah, moi, il me semble que, Je rajouterais ça. ouais, ou je ferais ça, je mettrais un plus sur le leurre. Je ne suis jamais en compétition, je suis très humble, je suis jamais en compétition avec aucun fabricant du Québec. Je dis ce que j'ai à dire à certaines personnes, c'est normal, j'ai toujours été comme ça, mais c'est la vie, c'est de même. Ouais, c'est comme ça. Tu sais, il y a des choses qu'on aime entendre, d'autres moins, mais j'ai toujours essayé de rester neutre. Ça, c'en est un autre. Mais tes conceptions sont vraiment uniques, là, tu sais, c'est... Bien important d'avoir des roulements à billes. Regardez, j'ai presque pas touché, regardez comment ça pivote bien dans l'eau, là. Oh, ouais, c'est... Très important, les marions à billes. Des Sampo, Roscoe, t'as des Spro, t'as plusieurs bonnes compagnies à cette heure, mais Sampo, c'est vraiment le best. c'est les meilleurs. Fait que souvent, je vous montre, ça c'est beau, là, plus d'attraction, plus de cuillères, mais le poisson, là, il focus pas, il sait pas compter 2 puis 3 cuillères. Ah, il est meilleur à 3 cuillères. Non, c'est ça, il passe devant lui, il compte pas, là. Moi, je confectionne des spinnerbaits, des leurres, des charterbees, selon la demande du client. Ça, c'est ma force. Ouais, c'est ça, c'est custom. Le client, il dit, moi, là, je veux un rose avec du gris, je veux un rose avec du bleu, avec une cuillère comme ça. C'est un peu comme quand je vais au restaurant, puis je dis, hey, moi, là, je vais avoir une pizza, je veux ça dedans, extra, puis ça dedans. Et je vais donner ce que la personne, elle veut. C'est ça qui est le fun chez Charlie Jigbait, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Non. Tout est possible avec Charles. Tu sais, tu peux demander ce que tu veux. Charles, il prend les commandes sur mesure. Il peut faire ce qu'il veut avec le matériel. Il est vraiment doué. Puis il est vraiment très minutieux là, au niveau de la peinture des têtes de jig. Là. Tu vas voir, c'est vraiment amusant. Il n'y a pas d'égratignure. C'est vraiment du travail professionnel. On parle d'un travail de haute qualité. Aussi, ça, c'est des classiques. Oui. Le blanc, si quelqu'un a pêché un spinnerbait, dis moi là, je t'en mange. J'aimerais savoir un spinnerbait. Le blanc, le noir, le Fur Tiger, une couleur attractive. Là, Oui. Mais, C'est des classiques, ça. Oui, mais le blanc, c'est comme un passe-partout. C'est comme quelqu'un là qui pêche. Il aurait juste une cuillère à utiliser, une cuillère là, pour aller au brochet ou n'importe. Bon, ben, une Toronto au bleu, on voit ça du partout. Oh, un Toronto on voit ça bleu. du partout. Moi, je suis pas un fan de ça, mais ça pogne du poisson. Oh, Ça a une réflexion. Ça peut imiter une Toronto au bleu, un poisson blanc de lac, ça peut imiter une Wito, ça peut imiter un Corrigan, ça peut imiter tout. Parce que tout poisson fourrage dans l'eau, il y a beaucoup de poissons qui sont quasiment tous argentés. Ah ouais, ils ont toute une petite couleur d'argenté sur le côté. Tous les poissons de fond ont des couleurs qui vont avec les fonds. Les dords de pêche, les roses de terre, les dords de sable, les nageaux de terre. Ils ont toutes des colorations qui vont avec le fond. Puis après, tu as d'autres sortes de poissons à pas entre deux eaux. Exemple, les mulets à cornes, les ménelles rouges. Les autres ont des colorations, c'est des poissons qui sont pas de surface. Mm-hmm. Mais tous les poissons qui se tiennent près de la surface. Oh, ils sont shiners, là. Sont tous chromés argentés. Ouais.
Fait que souvent, c'est important d'avoir de quoi qui peut faire un petit peu de tout, comme la fameuse Toronto Blue Bleu. Tu peux, le monde souvent va la lancer, récupérer. Vous pouvez la lancer au fond de la saccader en donnant comme on fait avec des cuillères Hopkins ou des cuillères Gibbs. On peut donner des coussins sur une cuillère et récupérer des coussins. Dans le fond, le but à la pêche, pas bien compliqué, c'est d'essayer de ressembler le plus possible aux poissons à pas qu'il y a dans le plan d'eau. Puis, important de varier les techniques, varier les vitesses, varier la façon de récupérer, saccader des coups, prendre des pauses. Le succès, c'est la technique, c'est pas juste le leurre. Tout ça passe derrière la canne à pêche. Ah, c'est sûr. Tout ça passe derrière la canne à pêche. On va avoir chacune une guitare, c'est moi je sais jouer l'oreille attentive de la personne, si je joue bien de la guitare, la personne va vouloir m'écouter. Ouais. Si toi tu joues, tu fais juste gratter des cordes, le monde va s'en aller, c'est plate. Exactement. C'est désagréable. Tout dépend du pêcheur derrière la canne. Tout ça passe derrière la canne, puis au niveau de la récupération, au niveau de la prise de la canne. La pêche, c'est pas juste lancer un leurre dans l'eau pour faire mordre un poisson. Non. Il y a un paquet de facteurs, les techniques. Ah, c'est de l'art, c'est de l'art. Savoir choisir les bonnes couleurs pour les teintes d'eau, la coloration du ciel. Le ciel est-tu pâle, est-tu gris? Et c'est plein. La pêche, c'est technique. C'est pas juste lancer un verre de terre ou lancer un leurre dans l'eau pour essayer de prendre un poisson. Chaque couleur a ses affaires. Oui, mais c'est ça. Les techniques sont importantes. C'est pas juste l'histoire, il y a de la chance. Oui, il y a certaines chances quand on tombe sur un gros poisson. Il y a un peu de chance parce que le gros poisson, là, il peut manger de multiples grosseurs de proie. Tandis qu'un petit, c'est comme un enfant qui est naïf. Il voit de quoi, tu vas lui offrir des bonbons, n'importe quoi, puis il va les prendre. Et quelqu'un qui a plus d'expérience, il va hésiter à prendre quelque chose. Les poissons, c'est un petit peu de même. Les naissants, les petits achigans, les petits brochets, ils sont impulsifs. Ils sont sans croissance, ils cherchent à se nourrir. Puis il y a beaucoup de prédateurs, eux autres, autour d'eux, pas mal plus gros. Ils sont plus agressifs. Avec le temps, les poissons, ben, deviennent encore plus rusés, ils sont plus méfiants. C'est qu'il faut utiliser les techniques de finesse. En finesse, ça va bien. On voit des leurres que ça prend pour les prendre, les capturer. Puis il y a quelque chose que tu m'avais dit dernièrement aussi que je vais prendre en considération. Je trouve ça important que les gens le savent. La plupart des poissons prédateurs viennent souvent chercher le méné ou la proie par la tête et non par la queue. Ben, c'est ça. Ça, souvent, quand un prédateur va attaquer une proie, si on la regarde souvent des vidéos, moi j'avais des aquariums, je passe mon temps à les regarder, j'avais beaucoup d'aquariums dans la maison. Si la proie est petite, on parle d'un bâton, on a un achigan dans un aquarium de 2-3 livres, puis le petit méné, le poisson à pas, il a un pouce. Il va l'emballer d'un coup, il ne cherche pas la façon de l'emballer. Il est tout petit, il va l'emballer d'un coup. Si la proie est moindrement grosse, le poisson, exemple, le méné a 3 à 4 à 5 pouces, il va le manger pareil. Mais il ne pognera pas par la queue. La queue va virer dans les branchies, puis il peut s'asphyxier. Rester pris. Faire comme une banane pris dans la bouche. La tête d'un bord, la queue de l'autre. Il va essayer de la recracher, puis il sera peut-être pas capable. Il va finir par mourir avec. Souvent, ils vont la prendre par la tête. Ils vont maîtriser, parce qu'un méné, ça recule pas, là, souvent. Là, ça va secouer les coups de corps, là. On va la prendre par la tête. Le poisson s'accorde des coups de mâchoire, puis il revire la proie, la tête vers l'estomac. Quand vous faites des filets de poisson, puis vous ouvrez l'estomac, regardez le 3/4 des appâts vivants. Oui. Ils ont la tête vers l'anus en arrière. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Quand vous faites vos filets, là, la tête de la poisson à pas dans l'estomac, du sac d'estomac, est vers l'anus. La tête n'est jamais vers l'avant. Parce que c'est plus facile pour lui d'avaler le poisson avec la dorsale. Oui, puis pas juste ça. Si, exemple, on parle d'un poisson épineux avec comme la part chaude, le poisson n'est pas capable d'emballer non, c'est impossible. L'effet contraire. Moi, d'un gros masquinongé, lui, il va être capable de briser les pins. Il va tout briser toute la nageoire. Il va tout arracher. Il va secouer les coups de tête. Parce que le gloss après le palais, un peu comme les poissons castors. Ils ont des os palatines exprès pour écraser les dorsales des poissons. S'ils mangent une barbe ou une barbe bleue, eux autres, ils s'en foutent. Il va être capable de tout briser. Là. Tu sais? Mais comme je te dis, il y a des façons, la pêche, c'est remarquer ce qui se passe. Remarquer beaucoup de choses. La pêche, c'est comme je dis, c'est beaucoup de techniques. Aujourd'hui, le monde, ça a évolué en flèche. Les ordinateurs ont monté. Le monde a suivi l'évolution avec toute la documentation qu'il y a sur les ordinateurs. Avant, il fallait pratiquer sur le terrain ou aller chercher les revues américaines ou les revues européennes pour apprendre certaines méthodes de pêche. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. On a tout à la portée de la main. À la portée de la main, c'est plus facile. Mais le poisson, ça se pas pogné pareil. Mais les techniques qui marchaient en 1960 vont quand même marcher en 2025. Là. Il n'y a pas de date de péremption de l'heure, que ce soit un leurre Rapala original, argent d'eau noire, avec un Yuzuri. Le poisson, là, s'il mordait sur un leurre
là, 20 ans, 25 ans, il n'y a pas de raison que ton leurre est plus bon dans ton corps, de le regarder en se boudant. Non, c'est ça. Boude pas ton leurre, il peut être encore bon, le poisson, on ne le sait pas. Il y a plusieurs pêcheurs qui me disent ça, des fois, il est vieux, ça marche pas. Non, ça marche. Le poisson, c'est un prédateur. Il n'a pas été à l'école d'un banc pour apprendre que ce leurre-là, il est meilleur que l'autre, puis il goûte mieux. Ça connaît pas ça. C'est un prédateur. Le prédateur, ça le dit, c'est comme un tueur. Lui, là, il veut se nourrir. Il veut protéger son territoire. Il veut rien en tout. Fait que souvent, là, le leurre, avant d'être de la nourriture, c'est un intrus. L'intrus, le prédateur, le veut pas autour de lui. C'est ça, fait qu'il va défendre il va défendre son terrain, là. Il n'a pas de bras, le poisson. Non. Il va aller l'attaquer. Il va l'attaquer, il va donner des coups de mâchoire dessus, il va faire n'importe quoi pour tasser ou le tuer. Même le mastiquer, prendre un appât dans sa bouche, le coincer, donner une coupe de coups de mâchoire. Puis le lâcher pour l'abîmer, là. C'est ça, le laisser mourir. Souvent, le chien va faire ça aussi. Mais c'est ça, c'est le monde de la pêche, c'est ça, il y a beaucoup de choses à apprendre. On n'apprend pas à la pêche du jour au lendemain. Non, mais tu sais. L'observation. Beaucoup d'observation. Tu sais, moi, j'étais un pêcheur agué, j'ai fait énormément de travail sur le terrain, comme Charlie, c'est un pêcheur urbain, tu sais, puis c'est le fun de pratiquer son terrain, d'aller voir, tu sais, quand les eaux étaient très basses, il y a une couple d'années, moi, j'ai pu voir mon terrain, comment il était fait. Fait que, tu sais, quand je suis retourné les années d'après, je savais qu'il y avait telle fosse à telle place. Une chose qui est importante. Rendu à la période de juillet à août, quand l'eau est très, très basse. Des fois, elle baisse beaucoup. Oui. Prendre des photos des endroits. Tu as des talus de roches, des structures que tu vois pas quand l'eau est haute, puis que ces structures-là, tu dis, il y a un gros talus. Ça pourrait être bon, là. Des grosses roches. Bon, mais c'est un peu comme une police cachée sur le radar. La police reste pas à la vue. Elle se cache. Pour être capable de prendre du monde en défaut quand il passe trop vite sur un radar. Un radar. Les poissons, ils se cachent, ils s'embusquent à des endroits qui ne sont pas localisés par les proies. Puis ils n'ont pas d'effort. Fait que les proies passent, ils rentrent dedans, ils mangent, puis ils retournent à la même endroit. Parce que la roche, elle crée comme un point mort. Fait que là, il s'en vient en arrière de la roche, puis il attend que le proie passe devant, puis il sort. Le poisson se cache derrière, ça soit même un gros bloc de béton dans l'eau. La chigan, elle va favoriser des gros blocs de béton, des gros cailloux, des grosses fosses, des cachettes. Même des cavités dans des murs de béton, comme le long du port de Montréal que j'ai fait ma jeunesse là. Il y a des cavités dans les murs à cause de l'usure. Les gens chigans vont se cacher là quand ils voient des appâts. Ils sortent pour les prendre et ils rentrent. Charlie Jake fait partie des chanceux qui ont pu pêcher dans le port de Montréal. Moi, j'ai pas pu connaître ces années-là. Dans les années 78 jusqu'à 92, jusqu'à temps que le mandat des policiers fédéraux soit fini, qui engage des sécurités comme Secure puis Garda, là. Quand Dominique Taddeo a été élu comme président du port dans le temps, lui, il a sécurisé le port de Montréal au maximum. Il a dit, plus de pêcheurs, il n'y a plus de visites, il n'y a plus rien. C'est triste parce que c'était des très bons spots, des très bons endroits. J'ai fait des pêches presque miraculeuses dans le port de Montréal. Avant qu'il soit même connu des pêcheurs qui vont le fréquenter en bateau. Les pêcheurs là, moi, le port a commencé vraiment à être pêché en bateau, là, vraiment. Parce que moi, je longeais les quais dans les années 90-92. Avant ça, le monde se doutait pas qu'il pouvait avoir des gros prédateurs et une qualité de pêche très bonne sur le long du port. Tout le monde pêchait sur le côté sud du fleuve. Le Belle-Rive, les Boucherville, Longueuil, le monde pêchait là. Des spots très connus. Le long des quais, là, avant 90, moi, je les ai fait, les quais, là, sur le long des murs, il n'y en avait pas de chaloupe. C'est tranquillement que ça s'est fait. Du bouche à oreille. Après, le monde, là aujourd'hui, on n'est plus capable. Il y a même des affiches qui défendent les bateaux à des embarcations à tant de distance, sinon c'est des amendes jusqu'à 5000. Ouais, c'est marqué, c'est bord de Montréal quand tu passes. C'est des affiches, c'est triste, j'aurais aimé ça connaître ces années-là, tu sais, c'est des belles places, des bels endroits pour pêcher. On va s'organiser une partie de pêche dans pas long. On est dû, hein? On est dû. On va te faire la barbe. Aucun problème. Moi, j'en fais plus. J'ai déjà fait du challenge. Non, j'aime ça. J'aime avoir du plaisir. Ben oui. Prendre du poisson, avoir du fun en bonne compagnie. Puis Charles aussi, il coule des têtes de jig aussi. Jusqu'à quel point tu coules des têtes? Jusqu'à 3 onces, mais moi, je trouve que c'est pas nécessaire de pêcher du 3 onces. Non, c'est beaucoup trop. C'est juste maîtriser, apprendre à travailler avec le courant, les vitesses de courant, puis prendre ton embarcation, au lieu de la laisser dériver. Une embarcation, ça pèse 3000 livres, exemple, et plus, là. Elle dérivera pas à la même vitesse que la tête d'un autre. Il faut que tu accélères un peu, là. Tu prends ton moteur électrique, puis si la vitesse, exemple, c'est 5 nœuds, ben, tu descends la même vitesse que la jig. Tu vas rester, au lieu d'être incliné avec ton fil, tu vas être en dessous de la chaloupe. C'est d'aller chercher le fond, puis toujours rester en contact avec le fond en te déplaçant. Saccader des coups de moteur électrique pour suivre ta jig verticale en dessous de la chaloupe. C'est le secret. Moi aussi, je pêche très léger, là, puis il y a des endroits où je suis allé pêcher, là, où l'eau, elle sortait, puis il y avait un bon débit, puis j'étais capable de pêcher très léger.
parce que je récupérais d'une façon assez rapide pour être capable d'aller chercher mon fond. Moi, je vais te dire vraiment, là, le long du port, j'ai jamais pêché qu'un 11 dans ma vie. Jamais. Non, Je sais c'est même pas ça. c'est quoi mettre ça au bout de ma canne. C'est très pesant. J'ai jamais pêché que ça. Moi, j'ai pêché que 3-8, une demi. Plus pesant, 5-8. Ouais, c'est gros top, gros top. Comme je vous disais, avec l'embarcation, c'est de dériver à la même vitesse que la tête plombée que votre jig. Si la jig, elle commence à incliner à 60 degrés, c'est pas normal, parce que votre fil avec le courant va faire une courbe dans l'eau. Puis avec la courbe, avec le fil étirant d'eau, vous allez, la tête de jig va décoller du fond. Vous serez plus au fond, vous ne sentirez plus votre fond. Le plus important, c'est de prendre le moteur électrique puis suivre la jig dans le courant. Puis aussi de pas donner des trop grands coups saccadés, parce que, comme tu me disais l'autre fois, tu sais, quand tu dérives à pêche en dérive de même, avec du poids léger, quand tu donnes un trop gros coup, dans le fond, la jig, elle recule pas mal plus qu'on le pense. Le coup, tu donnes le coup sec trop haut. Ouais. Peut-être que tu l'as tassé, tu l'as éloigné de 3 pieds, il y avait peut-être un poisson collé au fond. C'est ça, tu passes par-dessus. Moi, c'est des saccades courtes en continu. Les saccades courtes, c'est pas de haut en bas. Non, une longue amplitude, là. C'est des saccades continues courtes. J'ai télégraphie le fond, ma jig. Ouais. Je la tape tranquillement. Des saccades 0, 6 pouces, 0, 12 pouces. Pas plus. Ma canne, là, elle a pas plus que 12 pouces dans le fond de bateau. Le courant. S'il y a moins de courant, des bons coups secs, c'est bon avec des cuillères Hopkins, c'est bon. Ça provoque le poisson. Ouais, un petit snap jig qui appelle un peu. Ouais, jigging wrap, des gueules de même, que le monde pense que jigging wrap, c'est juste pour la pêche à la glace. Ah non, c'est pas vrai. C'est bien plus efficace l'été puis le printemps, un jigging wrap rapala que l'hiver. L'hiver, le poisson n'est pas aussi rapide. Non, le leurre est déjà très rapide. Tu sais, le jigging wrap, là, quand on s'accorde d'un coup, il fait des demi-sacs. C'est très rapide. Mais en été, le poisson n'a pas de problème avec la vitesse. Tu vas saccader un coup sec, puis des fois, moi, je suis un pêcheur de finesse, mais des fois, c'est bon saccader des coups secs à la jig. C'est comme un snap jig, tu ramènes. Tu donnes un coup sec. Mais c'est très bon. On faisait ça avec les cuillères Hopkins, des Castmaster, des cuillères Gibbs plombées, on saccadait des coups secs. Ça m'arrive de pêcher avec cette technique-là, puis ça fonctionne. L'automne, ça fait réagir, ça fait réagir. Avec le poisson qui est au neutre, souvent, tu le déranges. J'ai une vieille anecdote, il y a plusieurs années, il y avait un tournoi qui s'appelait le Québec Bassmaster, sur le Saint-Louis, puis il faisait une canicule. Là, tout le monde pêchait en finesse, en méthode lente. Ça pêchait lent. Drop shot, cinco, aucune activité. Le monde disait, c'est tough. Moi, j'étais pas dans le tournoi, j'avais loué une chaloupe, je suis au mai avec un de mes amis. J'avais un leurre qu'on appelle un lipless, style Bill Lewis ou Bill Norman, ou Ripping Wrap. Moi, Ripping Wrap. Moi, j'avais un Daiwa, Team Daiwa Gold, vente orange. J'ai dit à mon ami, on va faire de l'inversion technique. Tout le monde pêche là, on va surprendre le poisson. Le poisson qui ne mord pas, qui bouge pas, on va l'agresser. On va le faire réagir, là. Je ramenais là, tellement vite, dans sa leurre avec des baies, je ramenais vraiment, vraiment vite. Le poisson, souvent, là, sa réaction quand quelque chose passe vite, c'est un coup de mâchoire. Pas parce qu'il veut le manger. Tu viens comme de le déranger, là, puis il fait juste taper avec sa bouche sur le leurre. Surtout le chien, là, elle vient de voir de quoi passer, bang! Action-réaction. Là, cette journée-là, j'ai fait 27 achigants. C'était à tous des poissons en arrière du collège McDonald's. J'ai pas peur de dire le spot. J'ai fait 27 achigants. Ça pesait 3 livres jusqu'à 3 livres et demi proche de 4. Tous des poissons qui mesuraient 18, 19, 20. 18, 19. C'est tout la même large, assez épaisse. Le même gabarit, là. Le même gabarit avec cette technique-là. Parce que je m'étais aperçu dans mes aquariums, j'avais des achigans, des crapets. Je passais ma main au complet devant l'aquarium et il n'y avait aucune réaction. Si je prenais ma main, je partais d'un coin, je la passais vite en avant, hop, je venais de réveiller une réaction. Je passais ma main très rapidement. Comme tu le déranges, tu passes dans sa bulle. Là, c'est comme quelqu'un qui était dans la lune, là, qui était en train de penser à quoi, puis je l'ai dérangé. J'ai comme fait faire un saut. Je passais ma main devant l'aquarium, mais hop, le poisson, il voulait me pogner la main. Dans le fond, la pêche, là, des fois, là, quand tu pognes du poisson, là, c'est pas pour toujours s'alimenter qui fait ça. Dans le fond, c'est par réaction. Un poisson ne mange pas juste. Parce que quand il attaque un leurre, ça veut pas dire qu'il a faim. Là. Non, c'est pour défendre son territoire. C'est territorial, un poisson aussi. Ça veut pas dire, premier lieu, c'est un intrus. Avant d'être lunch, là, une nourriture, c'est un intrus qui est alentour de lui. Et qu'il va le manger pour se nourrir, ou il va frapper dessus. Pour le tuer. Tu comprends? Souvent, il va même leur cracher le leurre. C'est pour ça, des fois, on va à la truite ou quoi, on mange des coups, on le mange, quand un poisson a faim vraiment. Il va fermer la bouche dessus, carrément. Il manquera pas son coup. Non. Fait que c'est vraiment le fun, Charlie. On a eu une belle discussion. Toujours le fun de parler de tes produits. C'est important. Puis, regarde, des produits québécois, puis il y a plein de bons fabricants au Québec. Puis, il faut lever notre main à ce monde-là aussi, parce que je suis pas tout seul. Puis, il y en a d'autres aussi. Moi, ça fait depuis des années que je fabrique ça. J'étais dans l'ombre dans le passé, puis j'en parlais pas. Là, je faisais ça pour m'amuser.
Mais c'est important de parler puis d'encourager les artisans du Québec qui font des jigs, qui font des spinnerbaits, qui font des mouches. Il n'y a pas juste moi, là. Moi, j'ai pas créé les leurres, j'ai pas créé la pêche. Non. Mais moi, je parle pas juste de moi dans la vie, on parle de tout. On l'ensemble, d'ensemble. On parle de tout le monde. Tous les artisans. Au Québec. Ouais, une certaine solidarité avec le monde, c'est de partager chacun sa connaissance. C'est important, les gens aussi, d'encourager local, comme il dit, tu sais. Arrêter d'aller acheter des compagnies ailleurs qu'au Québec. Encourager le local, ça permet aux artisans un peu de faire des sous. Puis c'est pas rien que ça aussi, c'est de faire connaître le produit aussi. C'est important. C'est plaisant de dire, ça a été fait au Québec. Ah oui. C'est pas un produit, c'est pas une création québécoise. On l'a fait, c'est une création américaine. On l'a fait un produit qui est aussi bon, mais qui était fait ici. C'est ça. C'est le fun de dire, hey, j'ai acheté ça de Monsieur X là-bas. J'ai acheté ça, que j'ai pogné plein de poissons. Je suis fier, ça s'est fait ici. Ah, c'est fait au Québec. Le gars qui fabrique ses propres mouches, il pogne ses trucs avec, il est content, c'est ses mouches. C'est pas un gros saumon avec ta mouche, tu viens fou. Ben, c'est ça, les spinnerbaits et les leurres en général que le monde fabrique, ça a commencé comme ça dans leur cave. Dans leur sous-sol, ils ont commencé à faire des leurres pour s'amuser, pour eux autres. Puis, ils ont développé un intérêt pour en vendre. Ça donnait ça. C'est fantastique, Charles, que tu fais. On se redonne des grosses nouvelles qu'on va à la pêche. Fait que la gang, si vous voulez du stock de Charlie Jig Bait, c'est pas compliqué, allez ajouter Charlie Jig Giguère sur Facebook ou sinon venez me parler en privé, je vais vous mettre en communication avec Charles. Ça a été un plaisir de parler de pêche avec toi, Charles, puis on se prend pour une petite pêche bientôt. À la prochaine. Salut la gang. Bye bye.